Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse après le mercato idéal du PSG pour lancer la série, après celui de l'OL la semaine dernière. Et avant la séquence prono du week-end, en toute fin de vidéo, on se penche aujourd'hui sur un cas épineux mais passionnant. Comment renforcer l'Olympique de Marseille ? Alors on commence par un petit rappel de ce qui a déjà été fait côté recrue. L'option d'achat d'Alvaro González, évaluée à 4 millions d'euros, a été levée. Le milieu plutôt à vocation défensive du Havre, Pape Gueye, s'est engagé le 1er juillet libre de tout contrat. Et alors au moment où je m'enregistre, c'est pas encore parfaitement officiel, on en reparlera, mais Leonardo Balerdi est très proche de l'OM sur la base d'un prêt d'1 an avec option d'achat, donc je le fais figurer ici. Dans la colonne d'en face, en revanche, ne figure pour l'instant que le nom de Grégory Sertic, non prolongé. On pourrait potentiellement y ajouter les départs d'Isaac Lihadji, qui a signé son premier contrat pro à Lille, et celui de Nils Nkunku, qui a fait pareil du côté d'Everton. On passe donc à la prochaine partie. Alors, je le rappelle comme d'habitude, on fait pas ici un mercato hors sol, on cherche pas seulement à renforcer l'OM dans l'absolu. Comme toute intersaison bien négociée, on doit répondre à des objectifs précis, identifiés, et on doit le faire, bien entendu, dans le cadre d'une contrainte majeure, celle du fair play financier. Alors, on peut estimer que ces jours sont comptés, mais d'une, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je pense que la réalité sera plus complexe, plus longue à se dessiner aussi, et de deux, pour un club comme l'OM qui n'a pas les mêmes ressources légales et qui joue tout simplement pas dans la même cour que Manchester City, ce serait un jeu très dangereux à mon avis que de s'en affranchir totalement, surtout alors que sa dernière sanction qui remonte à moins d'un mois sonne comme un ultime avertissement. Donc mon parti pris pour ce mercato, et je crois qu'il est raisonnable, je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est de dire qu'on peut pas encore être dans un véritable projet de construction d'effectifs à moyen long terme, et qu'on doit davantage se situer dans une optique d'optimisation, de bricolage pour performer à moindre coût là tout de suite. À ce titre, l'année 2020-2021 sera au sens propre du terme décisive, car elle doit permettre de remplir les caisses. Alors avec les primes de Ligue des Champions bien sûr, avec la visibilité et la valorisation de l'effectif que cette compétition amène, avec impérativement un nouveau podium en Ligue 1. Et donc si on devait définir aujourd'hui le leitmotiv de ce mercato et de la saison qui vient, ce serait pas nécessairement on entre dans une nouvelle phase, et à mes yeux ce serait pas non plus second étage de la fusée par exemple, ce serait plutôt il faut reproduire les mêmes performances qu'en 2019-2020 tout en allégeant la machine. Alors c'est super intéressant parce que ça demande d'être malin. Il faut écarter l'effort salaire sans dégarnir complètement l'effectif parce qu'il y aura plus de matchs à jouer cette saison. Il faut trouver des joueurs performants pour pas cher avec une potentielle plus-value à la clé. Il faut négocier des prêts, idéalement avec option d'achat non automatique, et il faut consentir à au moins une belle vente. Alors justement, les départs, et c'est là que la dimension idéale de ce mercato entre vraiment en ligne de compte, parce que je réussis déjà à trouver une porte de sortie à Mitroglou, Germain et Kawi. Les trois seront en fin de contrat l'été prochain, comme Maxime Lopez, qui lui bénéficie d'une bien meilleure cote, notamment du côté de Séville, comme Christopher Roca et Florian Chabrol aussi, là on en tirera ce qu'on peut. Après, je pense que c'est pas déraisonnable d'espérer une vente plus ou moins correcte pour Bounassar sous contrat jusqu'en 2022 et auteur d'une saison pleine, polyvalent, je le verrais bien par exemple piston droit dans une défense à 5. Enfin, pour mon gros départ, je choisis là Douillet Tchaletatsar. Alors d'abord parce qu'il peut rapporter une belle somme, ensuite parce que je le vois pas comme absolument indispensable. Bon, idéalement tu préfères le garder, ok, mais avec l'arrivée de Balerdi, avec l'option d'achat convertie d'Alvaro González et avec la signature de Pape Gueye, qui à mon avis va permettre à Camara de redescendre à terme, plus quelques minutes pour Lucas Perrin, la charnière du coup est plutôt bien fournie. Tchaletatsar en plus est sous contrat jusqu'en 2023, donc si ça se fait cet été, t'es en bonne posture à la table des négociations, je pense que ça pourrait se jouer autour de 25 millions d'euros. Il est arrivé pour 19, ce qui avec le recul est quand même assez cher, ça ne laisse pas une grosse marge de manœuvre au niveau de la potentielle plus-value que tu peux faire, mais voilà, grosso modo ça me semble pas mal, et du coup ça nous laisse un effectif assez peu chamboulé tout en étant bien épuré. Du coup d'abord je garde Morgan Sanson, et à mon avis c'est vraiment une des toutes meilleures choses qu'on puisse faire. Je sais qu'on en parle beaucoup comme étant le potentiel gros chèque de l'OM, celui qui va permettre d'équilibrer les comptes, celui qui bénéficierait d'une grosse cote en Angleterre, mais honnêtement j'en suis pas si convaincu. Je suis pas certain qu'un club du top 8 anglais par exemple en ait fait sa priorité pour se renforcer dans l'entrejeu. Je suis pas certain que sans exposition européenne, Marseille en tire la somme espérée, alors que là justement la Ligue des Champions se profile et cette compétition a le potentiel pour valoriser Morgan Sanson à la hauteur de ce que les dirigeants marseillais estiment, à la hauteur de peut-être 30-35 millions d'euros.
Donc je pense qu'il faut le garder jusqu'à l'été prochain. Et justement, tout ça c'est compté sans son apport sportif, 5 buts et 5 passes D sur 2 tiers de saison de Ligue 1, c'est pas mal. Ça a un peu tiré la langue sur la fin, le duo avec Rongier peut manquer un peu de complémentarité, mais je crois que c'est pas inintéressant de garder une certaine base dans l'entrejeu, qu'on va pas chambouler, mais seulement retoucher avec une belle recrue, et à ce titre, je pense que ça peut bien marcher. Alors je laisse Camara en 6 pour l'instant, mais je pense qu'avec le temps, Gay va prendre ce rôle, et que Camara reculera aux côtés d'Alvaro ou de Balerdi. Point important, je garde aussi Strootman, et là encore je sais que ça va être un choix assez impopulaire, mais d'une, la première question, c'est quelque chose de technique, mais si tu le vends entre 5 et 8 millions d'euros, 2 ans seulement après l'avoir acheté 25, niveau comptabilité, ça te met tout de suite dans le rouge. Alors j'avais fait une vidéo où j'évoquais justement la question de l'amortissement joueur, c'était ma vidéo de l'année dernière sur le fair play financier, mais voilà, disons que d'un point de vue économique, il n'y a pas seulement le salaire à considérer, ça c'est un très gros frein, et de deux surtout, je pense qu'il a encore un rôle à jouer. Alors Villas-Boas l'adore, le groupe l'adore, il fait partie des rares joueurs de l'effectif à avoir une vraie expérience de la C1 aussi, demi-finaliste en 2017-2018, c'est un gars qui joue un rôle déterminant dans le vestiaire, et il apporte de la profondeur dans l'entrejeu. Alors si on garde Radonjic, Ake, Amavi, Sakai et les gardiens, en prolongeant Mandanda. Si on garde Thauvin, qui va être difficile, lui a prolongé à 1 an de la fin de son contrat, mais sur le terrain doit être amené à jouer un rôle décisif, disons que c'est une de nos recrues majeures pour 2020-2021, et ben il reste pour moi 4 cibles. D'abord un latéral gauche qui a vocation à être titulaire, pareil à droite, un milieu relayeur un peu plus technique que ce qu'on a déjà, et puis un buteur remplaçant capable d'évoluer à droite, voire un cran plus bas dans le cadre d'un 4-2-3-1, le tout pour presque rien. Pas facile, c'est vrai, mais peut-être pas impossible. Alors du coup, pour mes recrues et pour commencer au poste de latéral gauche, j'ai envisagé vraiment beaucoup de monde, le plus connu étant peut-être Fawzi Goulam de Naples, mais j'ai choisi finalement le jeune Brian Koufré de Vélez Sarsfield, qui sort d'une saison ultra pleine en Argentine, 23 ans, je dirais pas que c'est un crack absolu ou un futur top 10 à son poste, ça serait, mais pour 5 millions d'euros, il peut être une très bonne pioche pour l'OM. Pas mauvais techniquement, ce qui lui permet de se retrouver souvent dans le dernier tiers, où il fait notamment parler la foudre avec une très très belle frappe de balle. Et puis de manière générale, beaucoup d'agressivité, beaucoup de passion, même au niveau du tempérament, c'est un gars que vraiment je vois bien marcher à Marseille. En fin de contrat en 2021 aussi, il va sûrement être vendu cet été, il faut y aller. Alors à droite ensuite, pareil, idéalement on aimerait que Sakai soit plutôt là pour dépanner, j'ai pensé à Mari Traoré de Rennes, fin de contrat 2021 aussi, et une super saison, mais je pense que ça risque d'être un peu cher, autour de 8-12 millions d'euros, pas vraiment ce qu'on peut se permettre à ce poste. Alors je tenterai bien le prêt d'Alvaro Odriozola, qui n'a pas marché au Real et qui n'a pas marché au Bayern. Pourtant à 24 ans, il a un avenir devant lui s'il fait le bon choix de carrière, et je pense pas que ce soit être la doublure d'un Carvajal inépuisable, alors que Marseille peut lui offrir les 3000 plus minutes de compétition au plus haut niveau dont il a besoin. Marseille peut lui offrir la Ligue des Champions. S'il retrouve son niveau de la Real Sociedad, il peut vraiment apporter la projection qu'il manque à l'équipe sur le côté. Puis hispanophone, je pense que niveau intégration, ça va bien se passer. Ok, il faut que le Real prenne en charge une partie de son salaire, et il y aura sans doute pas non plus d'option d'achat, mais je crois que c'est une opération qui peut être gagnante pour les 3 parties. Alors un cran plus haut ensuite, pour notre recrue de l'entrejeu qui part pas nécessairement titulaire, mais qui aura du temps pour montrer ses qualités, j'ai choisi là un autre joueur de Vélez et un autre fin de contrat 2021, c'est le jeune Lucas Robertone, qui a du volume et qui gratte son lot de ballons, mais qui a surtout une super vision, une vraie bonne patte, et une capacité à trouver tout un tas d'espace dans le dos de la défense. C'est une forme de 8-10 qui joue exactement au poste de Sanson à Vélez, milieu relayeur gauche dans un 4-3-3 point de basse, qui lui aussi marque son lot de buts de l'extérieur de la surface. Comme Koufré, et je dirais peut-être encore davantage, il a l'air d'avoir un très gros caractère, ça me semble à la fois vélodrome compatible, et idéal aussi pour que les tauliers de l'entrejeu ne se reposent pas sur leur laurier. Alors comme je pense qu'on peut l'avoir pour 7 ou 8 millions d'euros et faire une belle plus-value derrière, je fonce. Et puis enfin, il nous reste un poste, c'est celui de buteur. Et alors là, j'aurais bien tenté un mercato 100% hispanophone avec le prêt de Mariano Diaz, mais apparemment, le Real ne veut qu'un transfert, ok. J'aurais adoré Miron Boadou d'Alkmaar, mais là je crois que c'est déjà trop tard. Je suis pas nécessairement convaincu par Slimani tout seul en pointe, et je vois pas Villas-Boas passer à un système à 2 attaquants. Pourquoi pas Serhou Guirassy? Pourquoi pas Mbaye Niang, bien sûr, mais quand on parle de montant à 20 millions d'euros, là ça me semble difficile. Du coup je tente un petit pari abordable, c'est le prêt avec option d'achat d'Hannes Wolf, qui est arrivé à Leipzig en provenance de Salzbourg l'été dernier pour 12 millions d'euros. Il a joué seulement 53 minutes de Bundesliga, c'est pas du tout imposé, et pourtant manifeste beaucoup de promesses, milieu très avancé de formation. Nagelsmann lui le voit plutôt comme un buteur mobile, capable d'évoluer également sur l'aile droite. Voilà, c'est un peu risqué, mais je crois qu'avec des minutes, il peut réellement se développer quand tu sais que tu as aussi Marley Ake derrière, auquel tu veux donner un peu de temps, que même d'un point de vue économique, tu veux valoriser. Bah, ça me semble être un bon équilibre, ça me semble être une super option.
notamment si tu veux jouer parfois en 4-2-3-1, ce que Villas-Boas semblait considérer d'ailleurs avant l'arrêt de la Ligue 1. Donc voilà, à l'heure des comptes, t'as un effectif bien plus fourni que l'année dernière, à tous les postes. T'as des latéraux qui vont beaucoup apporter, la 5e recrue étant bien sûr Florian Thauvin qui va faire un bien fou. Koufré, Robertone, Balerdi, Benedetto, la connexion argentine et hispanophone avec Alvaro et Odriozola, je crois que ça peut très bien marcher à l'OM. T'as un couteau suisse qui a très faim, Hannes Wolf, un complément technique au milieu avec Robertone en lequel je crois vraiment beaucoup, la possibilité de faire redescendre Camara à son poste de formation avec Gay en 6, tout ça en dégageant un bénéfice de 36 millions d'euros, plus bien sûr de très grosses économies de salaire, et en ayant constitué un effectif qui peut aller chercher l'Europa League via la Ligue des Champions au moins, et qui peut aller chercher une nouvelle saison de C1 via la Ligue 1. Alors juste avant de conclure cette analyse, comme j'ai pas fait de 10 infos du jour cette semaine et que c'est généralement dans le cadre de ces vidéos que je le fais, et bah je vous propose une petite séquence promo avec mon partenaire BetClick. J'ai choisi 2 rencontres, et la première c'est Roma-Inter, dimanche soir 21h45, ça va vraiment valoir le coup d'œil. L'Inter qui fait déjà une très belle saison, mais a fortiori depuis la reprise, ils sont sur 6 victoires et 2 nuls en 8 journées, aucune défaite donc. Et on pourrait parier sur la victoire sèche à 2,26, mais j'ai choisi quelque chose d'un poil moins rémunérateur. C'est l'Inter gagne ou match nul, mais les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,86 et ça offre tellement plus d'options que ça me semble être assez judicieux. Et puis mon deuxième pari, lui, c'est sur le match du lendemain, lundi 21h45, Juve-Lazio. Ça, c'est pas évident. La Lazio, depuis la reprise, c'est vraiment catastrophique. Ils ont marqué que 2 buts en 4 matchs, 1 point pris sur 12 possibles. Mais la Juve, elle aussi, est convalescente. Une défense extrêmement poreuse, aucun clean sheet sur leurs 5 dernières apparitions, mais 18 buts marqués sur 6 matchs, donc 3 par match. Voilà, je dirais qu'une Lazio plus ou moins démobilisée, qui a pas grand chose à jouer face à une Juve qui elle doit pas se faire peur, notamment dans la course au titre, qui reste assez sereine, mais voilà, attention à pas se mettre dans une situation de panique. Juve qui a beaucoup de fierté, qui est à domicile, je pense que je les vois quand même l'emporter à 1,70, ça vaut le coup. Si vous combinez les deux ensemble, je crois que ça donne un petit peu plus de 3, 3,10, quelque chose de ce type-là. Et voilà, si vous voulez tenter tout ça sur BetClick et me rendre un service en utilisant mon code promo WILOU, ça vous permettra de bénéficier d'un bonus d'inscription et je vous mets le lien en commentaire. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette analyse et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu ou au moins partiellement intéressé. Beaucoup de choses à dire sur l'OM et encore plus d'opportunités d'en parler la saison prochaine. C'est une des raisons qui fait que je suis très heureux de les voir en Ligue des Champions en 2020-2021, c'est que ça va nous offrir beaucoup plus de possibilités de disséquer directement leurs rencontres, en faire des vidéos spécifiques et dédiées comme j'ai pris l'habitude de faire des analyses de matchs presque exclusivement pour les rencontres de Ligue des Champions. Bah voilà, ça va nous permettre de parler plus de Marseille sur la chaîne que ce qu'on a pu faire par le passé, et ça peut être assez sympa. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater les prochaines, et il y en a beaucoup qui arrivent, si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. De l'autre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, un très bon week-end aussi, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.